aussi à TVA.ca. Je pense qu'il ne fallait pas, même si Revenu Canada, c'est fermé pour l'heure, on n'est pas capable d'envoyer nos déclarations de revenus de façon électronique, le fameux document T1135, le fameux bilan de vérification du revenu étranger ou de vos biens à l'étranger, parce que ça comprend les deux, est extrêmement important à comprendre pour beaucoup d'entre vous. Moi, je connais plusieurs personnes, puis il y en a plusieurs. C'est surprenant de voir combien de gens sont assujettis à ce document-là et qui ne le font pas. Puis ça peut coûter cher si tu le remplis pas ou si tu le postes pas à temps. Et c'est pour ça que Karine Turcotte, qui est gestionnaire de portefeuille adjointe chez Médici, est avec nous ce midi. Oui. Karine, ça fait plaisir. Mais moi aussi. Puis effectivement, je te disais qu'il y avait beaucoup de clients qui appelaient cette année pour ce formulaire-là. Parce que les gens, on le sait, les investisseurs sont de plus en plus concernés par ça. S'ils ont des placements, un portefeuille avec des actions étrangères, ils peuvent être tenus de le produire. Alors, les clients vont appeler soit pour savoir est-ce que moi, je dois le produire, ou parce que le budget fédéral de 2013 a amené des modifications. Et là, les comptables se retournent vers le client. Avant, c'était plus facile pour eux de le compléter. Tu dis oui, puis tu le remplis. Exactement, c'était des cases à cocher. Ouais. Et là, le client se retrouve avec un formulaire qu'il doit soit aller chercher sur Internet ou que le comptable lui remet, et il se retourne vers nous. En tant que conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille, c'est pas nous qui faisons les rapports d'impôts, mais il faut comprendre que ça a des impacts fiscaux chez le client d'investir dans les marchés américains. Ça ne veut pas dire que c'est pas valable de le faire, là. Ça, c'est un autre point, mais de vraiment comprendre c'est quoi les principes de base de ce formulaire-là. C'est ce que je veux revoir avec toi aujourd'hui. Je sais que tu en as parlé à quelques occasions. À plusieurs reprises. Mais là, les impôts s'approchent, fait qu'on va reprendre tout ça puis voir qu'est-ce qui est moins clair chez les gens. Là. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est pour ça que je voulais le faire absolument avec Karine ce midi. Excusez la voix déraille un peu. C'est peut-être les pénalités qui vont avec aussi, qui le font dérailler. Là. Si vous êtes obligé de déclarer un T1135, vous l'avez fait l'année passée, vous l'oubliez cette année, Revenu Canada vont vous réécrire, c'est sûr et certain, puis ils vont vous demander des comptes pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec vos biens étrangers. Si vous le remplissez, puis vous oubliez, parce que, comme disait Karine tantôt, le comptable va vous donner la petite feuille, puis là, vous allez le remplir, puis là, vous dire, c'est pas grave, je vais l'envoyer tantôt, puis vous attendez au mois de novembre, vous allez avoir un beau bill, puis c'est pas long. Je me souviens pas de... C'est quoi? Je pense que c'est entre 150 et 200 $ par mois de retard. Mais c'est 25 $ par jour, minimum 100 $, puis jusqu'à 2500 par année. C'est ça. Fait que ça, alors, effectivement, ça va vite. Bon. C'est sûr que le formulaire a été modifié, mais avant tout, c'est ça, si tu me permets, on va reprendre les critères de base qui doit le produire, parce que ça n'a pas changé depuis que c'est en place. Donc, le contribuable doit produire ce formulaire-là s'il dépasse en valeur en biens étrangers 100 000 $ canadiens. Deux choses importantes. On parle, le marché américain a explosé l'année passée, près de 40 % avec le taux de change, tout ça. Mais on parle de valeur, c'est le coût indiqué et non la valeur marchande. C'est le prix qu'on a payé. En jargon, on peut dire le PBR ou le prix de base rajusté. C'est ce coût-là. L'autre élément important, c'est en tout temps dans l'année. C'est pas parce que vous avez vendu tous vos biens étrangers le 31 décembre que vous n'êtes pas tenu de produire la fameuse déclaration. Donc, il faut regarder dans l'année s'il y a un moment où on a eu plus de 100 000 et là, on doit produire et on doit cocher oui. En théorie, ne serait-ce qu'une seule journée. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, les biens étrangers déterminés. Oui. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ou ce qu'on met pas? C'est ça. Donc, la loi spécifie ce que ça contient et spécifie ce que ça l'exclut. Dans ce que ça contient, ça peut être vos comptes bancaires à l'étranger. Pas un compte en devise US ici, là, mais vraiment dans une banque américaine ou ailleurs. Vos actions, obligations de sociétés étrangères, des immeubles à revenus, que ça produise du revenu ou pas, ça pourrait être un terrain à l'étranger aussi, ça rentrerait là-dedans. Des fonds communs de placement, mais étrangers. Donc, tout ce qui est pas au niveau canadien, là, qui se retrouve à l'étranger, va être inclus. De l'autre côté, ils excluent ce qu'on appelle la fiducie exonérée, qu'on peut dire les REER, les CELI, ce qui n'est pas imposé ici. Les parts de fonds communs de placement au Canada, les biens à usage personnel, votre condo en Floride, là, qui ne produisent pas de revenus, puis les biens utilisés dans l'exploitation d'une entreprise à l'étranger. Donc, on regarde ce que ça inclut, puis là, on calcule si on dépasse le 100 000. C'est parce qu'en théorie, moi, ça m'a surpris, cette histoire des biens à usage personnel, comme le condo en Floride. Normalement, ça devrait être la deuxième résidence, là, souvent de fois. Normalement, je pense, ça m'a surpris quand j'ai vu que c'était pas assujetti, dans le sens où quand tu vas la vendre, normalement, tu as un gain de capital dessus. Là.
Oui, mais c'est vu que c'est vraiment exclu parce que c'est à usage personnel. Mais si le condo en Floride, pendant qu'on n'est pas là, on le loue, mais là, à ce moment-là, il faudra qu'il rentre. Ouais. Mais oui, le gain va être assujetti, effectivement. Mais c'est un bilan de vérification du revenu étranger. Fait que, tu sais, théoriquement, ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de revenu étranger qui est tiré. Mais oui, il y a un gain capital qui va sûrement en sortir. Excellent. Éventuellement. Bon, c'est le détail. C'est là où cette année, tout le monde s'est mis à capoter parce que, comme je le disais l'année passée, petite case, quel pays, puis c'est fini. Mais je regardais, quand le formulaire est arrivé avec le budget de 96, puis que là, on est sorti avec les cases à cocher, il y avait eu des pressions politiques, justement, parce qu'ils demandaient trop de détails à l'époque. Et c'était plus en Colombie-Britannique. Ils avaient réussi à faire renverser la vapeur et on était sorti avec les cases à cocher. Mais là, si on revenait à la charge, je sais qu'il y a encore des groupes de pression qui essaie de faire modifier ça, mais pour le moment, c'est pas... on est pris avec ça. Alors, il exige beaucoup plus de détails. L'action, il faut déterminer quelle action, c'est quoi le pays, c'est quoi le coût maximum dans l'année et à la fin de l'année, le revenu, le gain, mais détaillé par bien, finalement. Les institutions financières ne sont pas prêtes à produire cette information-là pour le moment tout cuit dans le bec. Fait que c'est à l'investisseur ou au comptable d'aller chercher les informations un peu partout. Cherche, mon homme. Cherche, casse-tête. C'est un casse-tête pour tout le monde. C'est pour ça que les gens ils sont un peu dépourvus. En gestion privée, normalement, le fiduciaire produit toutes les sortes de déclarations possibles. Pour le moment, il ne l'a pas. Mais les gestionnaires privés utilisent des systèmes. Il y en a qui sont déjà prêts. Et les autres vont être prêts en 2015. Ils vont vraiment produire un rapport qui va pouvoir être recomplété dans le formulaire parce que l'agence exige qu'on utilise son formulaire prescrit. Parce qu'il y a des contrôles à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans, là? Parce que là, je voyais que tu nous as préparé une première page, là. J'ai indiqué un exemple. Ça, par exemple, on a 3 actions ou probablement plus. On écrit la description, Coca-Cola, États-Unis, d'où ça provient. Le coût maximum dans l'année, c'est sûr que si vous le détenez, ça fait 5 ans, bien, le coût n'aura pas changé, puis vous n'en avez pas acheté d'autres. Mais si vous en avez acheté dans l'année, vous indiquez le maximum. Et à la fin de l'année, s'il y en aurait qui a été vendu, bien, le coût est ajusté. Le revenu qui a été tiré de ce bien-là et le gain en capital, on parle de gain en capital total, là, pas imposable, qu'on écrit dans cette ligne-là. OK, ça c'est important. Puis normalement, ce qui va être écrit ici devrait se retrouver dans le rapport d'impôt. Oui, puis on va le voir tantôt aussi. Il y a quand même des exceptions qui vont permettre de simplifier le tout. Étant donné que c'est des gros changements, puis ils savent que les contribuables vont avoir de la difficulté à remplir tout ça, l'Agence a quand même mis en place des dispositions transitoires pour 2013 seulement, pour certains biens étrangers. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres biens qu'il faut détailler. Et les biens étrangers, ça concerne beaucoup de nos investisseurs, ceux qui ont des comptes de placement chez un courtier en valeur mobilière canadien qui est inscrit, donc la majorité des gens, peuvent utiliser la section 6, parce que les actions se retrouvent à la section 2 du formulaire. À la section 6, qui est autres biens, on peut aller écrire le nom, le compte et la valeur globale à la fin de l'année, finalement. Et il faut le faire pour tous nos comptes de courtier quand on choisit cette exception-là. On peut pas... Parce que des fois, il y en a... Pas d'exception de ce côté-là, par exemple. Exactement. Alors, c'est ce qui permet au moins d'alléger pour cette année le temps que peut-être les institutions vont se préparer mieux à offrir des meilleurs... Il y a des exceptions quand même pour aller vite parce qu'il nous reste une minute. Il y a tellement de choses à discuter. Oui. Bien, l'exception qui est importante, si on reçoit un T5, justement une action qui verse un dividende, elle peut être exclue du détail. Il ne faut pas se tromper qu'il faut l'inclure pour calculer le 100 000. Et si, à la limite, toutes nos actions versent des dividendes pour soit un T5 pour toutes, il faut produire la déclaration quand même et cocher qu'on bénéficie de l'exemption du T5. Même chose pour les fiducies, les T3? Oui, pour les T3 aussi. T3, T5, les revenus fiducie. Pas la fiducie, là, mais le particulier qui reçoit comme un iShares, par exemple, qui distribue. Oui, la même chose. Donc, ceux-là n'ont pas à déclarer le détail. S'il vous reste 2 actions qui n'ont pas de dividende, vous déclarez le détail. Mais à la limite, vous devez quand même produire le formulaire. Là. Bon. Alors, ça va à la date limite de déclaration là, pour oui, cette année, ça peut aller jusqu'au 31 juillet 2014 pour tout le monde. Oui. Puis il faut l'envoyer par la poste. Il n'y a pas encore de transmission électronique. Mais c'est ça, l'agence dit que ça s'en vient, mais... J'ai bien hâte. Merci. Merci.